Bonjour à tous, bienvenue chez les anciens. Donc aujourd'hui, on est avec un invité de marque. Nous sommes honorés de le recevoir. Donc c'est un ancien joueur professionnel, une figure du Montpellier, un ex-international algérien qui aujourd'hui est entraîneur. Il va nous partager un peu son parcours. Je vous présente Kader Ferraoui. Comment tu vas? Bonjour, ça va à vous? Ça Ça va, va? ça va. Super, merci. Bah, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. On est honoré de te recevoir ici, même si on est chez toi. Merci, c'est moi qui vous remercie Bah, d'être là. si tu le veux bien, on va revenir sur ton parcours depuis le début, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va revenir en arrière. Juste un petit truc, on va juste revenir. Ici, c'est une petite photo. On va juste dire qu'ici, c'est ton papa. On va revenir sur lui, ta maman et ta sœur. Donc, hommage aux parents qui sont aujourd'hui décédés et paix à eux. Donc, si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours. Donc, dans un premier temps, on a vu que tu étais né à Oran. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu es arrivé dans ce monde? Ouais, je suis né à Oran il y a 60 ans. Mm. Mon père, il travaillait comme cordonnier avec un colon. Parce que mon père il était handicapé, il était d'une jambe. Il travaillait assis, après l'indépendance, tout ça. Après l'indépendance, son patron, il a demandé s'il voulait le rejoindre pour aller travailler avec lui ici. Après, je pense que 3-4 ans après, il a rejoint. Il est venu seul ici au départ. Après, il nous a fait venir, nous, mes frères et sœurs, et ma mère. Et moi, j'avais 3 ans. Moi, j'avais 3 ans. Après, j'ai mes grands frères qui étaient un peu plus âgés, et mon petit frère qui avait 2 ans. Mais, au départ, on habitait à Saturargues. C'est un petit village qui est à côté de Lunel à côté, là, et mon père, il faisait des allers-retours en moto pour aller travailler, et après, on s'est installé à Lunel, juste à côté de la maison, la Roquette, là, les appartements qu'on y est passé à côté, là, les immeubles. Voilà, et après, bon, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, jusqu'à l'âge de mes 15 ans, jusqu'à que je parte à Montpellier, puis après, j'ai un petit peu bougé, je suis revenu ici. On revient toujours à la maison où on est bien. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton père, si tu sais dans quelles conditions il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, tu nous en as un peu parlé, mais vraiment vu que c'est pas des conditions forcément faciles à l'époque où les Algériens sont arrivés en France, donc si tu peux nous dire un mot là-dessus. Il, il avait, l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais il travaillait avec quelqu'un, un pied noir, qui venait s'installer à Lunel, qui fabriquait des gardiennes et des chaussures en tant que cordonnier. Et ça fait que, en ayant travaillé longtemps avec lui là-bas, je pense qu'il a dû y demander, il a dû dire, bon, une fois que je suis installé là-bas, que je remonte la boîte, tu viens travailler avec moi et je t'embauche là-bas pour venir travailler avec moi ici, D'accord, à Lunel. d'accord. Et quand ta maman elle est venue aussi avec vous, ils parlaient tous correctement français, ils se sont Bon, intégrés facilement? ma mère, bon, elle est comme les anciens, hein. Elle parlait, elle savait se faire comprendre, mais on parlait plus arabe à la maison, algérien, on parlait algérien. Mon père, quand tu le connais, on n'aurait jamais dit un algérien. Il D'accord, était blanc, il parlait normalement français parce qu'il était allé à l'école. Il était instruit, il parlait sans accent et il parlait très bien. On le prenait pour un Européen. C'est là où il était malin. d'accord. Ça c'est beau. Comment c'était à la maison? Combien de frères et sœurs tu Oh, avais? oui, je dis j'avais parce que j'ai perdu 2 frères. Il y a 4-5 ans, là, et l'autre il y a 2 mois. Euh, Ça se passait très bien. On était 10, Ah oui, quand 8 même. garçons, 8 garçons et 2 filles. Je pense que famille normale, famille nombreuse, normale, heureuse. On manquait de rien. On mangeait à notre faim. On a grandi avec des valeurs voilà, de respect. Que l'argent, il venait pas seul, qu'il fallait le chercher. Et que même si mon père était handicapé, ce qu'il disait, on pouvait pas le contredire parce que c'était le patriarche, c'était le chef. Il faisait ce qu'il voulait, il faisait comme il voulait. Et on le suivait. Après, les grands aussi nous ont éduqués, les aînés. Parce que les aînés prenaient le relais de mon père. Mais il était toujours là pour surveiller ou pour recadrer tout le monde. D'accord. Et bah, c'est beau parce que quand même huit garçons, 2 filles.
c'est une sacrée organisation à la maison. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Forcément, tu as des Oh, anecdotes, des choses qui se ouais, sont passées. l'organisation, ma mère gérait tout ce qui était à la maison, avec ma grande sœur et mes grands frères. Mon père, lui, c'est lui qui faisait les courses, il ramenait l'argent, celui qui faisait, c'était le boss à la maison, il ramenait l'argent, et ma mère, elle était à la maison, et elle s'occupait un peu de toute la maison. Mais, c'est elle qui décidait quand même, un petit peu presque de tout, même si, on savait que elle travaillait pas, mais elle s'occupait de la maison. Mais on avait l'avantage que j'avais des grands frères qui s'occupaient un peu du reste. Ma sœur, elle aidait ma mère. On était quand même bien. On ne peut pas dire que je me suis régalé dans ces années-là. J'ai profité. Je suivais mes grands frères pour aller jouer. J'avais un problème, j'appelais mes grands frères. Voilà, je voyais. En plus, on voit ce qu'ils ont fait et on essaye de pas. Les conneries qu'ils ont fait, on essaie de pas les faire. Et ce qui a été bien pour moi, c'est que je regardais faire les autres et j'essayais de faire pareil sans, j'avais déjà l'expérience. Sans te faire attraper. Voilà. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Est-ce que tu te rappelles des choses comme ça où on t'a couvert parce que grand frère, grande sœur, ou au contraire? Explique-nous un peu si tu as des J'ai une souvenirs. expérience que, quand j'en étais petit, je devais avoir 13, 14 ans, il y avait la foire à Lunel. Et j'ai un frère qui est un petit peu, qui était bagarreur, qui avait peur, qui avait pas peur. Et à un moment donné, il y a eu un petit souci, les flics nous ont attrapés, et mon frère s'est mis au milieu, il devait avoir 15, 16 ans. Et il a tenu tête aux gendarmes, il savait pas pourquoi, il venait, il nous attrapait, après bon, ça s'est passé, et les gendarmes sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison, ils ont frappé, mon père il était là et ils ont dit bon, on voudrait voir vos enfants, tout ça et tout. Mon père s'est mis, il dit mais pourquoi faire? Ouais, il s'est passé ça, votre fils il a fait ça. Et mon père il a dit il y a pas de problème, il y a pas de Ouais. problème. Vous voulez prendre mon fils, vous rentrez, je vous mets tous les deux dans une chambre, le premier qui sort. Voilà. Oh, non, on n'est pas. Vous voulez? Vous dites qui ça? Allez-y. Ah ouais. Ah, vous comprenez, il s'est passé ça. Moi je vous dis pas plus. Qui c'est qui a tort? Vous ou lui? Et hop, après ça s'est arrangé, et après ils sont partis. Ah ouais, c'est fou. Moi, il leur a dit, ils ont fait quoi? Et vous leur reprochez quoi? Ouais, mais s'il vous a mal parlé, c'est bien pour quelque chose. Maintenant, il a voulu, ouais, pas de problème, vous rentrez, on vous enferme tous les deux dans une chambre. C'est fou. Bon, ah, mais après il dit, comment ça, moi, t'es tranquille. Ouais, effectivement, ouais. Belle anecdote. Ta scolarité, comment s'est passée au début quand Oh, j'étais à la maternelle, quand je suis arrivé, on était à la maternelle à Saturargues. Après, on est venu à Lunel. Moi, je suis allé à l'école du Parc en primaire jusqu'au collège ici, jusqu'à que je parte à Montpellier. Ouais, j'habitais à La Roquette, on était bien, on était 5-6 familles de Marocains, Algériens, qu'on jouait au foot tous les jours, tous les étés, je partais avec mes frères, on allait jouer sur les terrains, j'étais un des plus jeunes, je les suivais, je m'incrustais avec eux, et c'est là où j'ai beaucoup appris. D'accord. Et la scolarité s'est bien passée voilà, je suivi un cursus normal jusqu'au collège, jusqu'à que je parte au centre de formation à Montpellier. T'étais plutôt bon élève? On peut toujours mieux faire, on a dit. C'est sûr. Mais tu peux être Non, ça va, je me contentais du minimum. D'accord, donc moyen. Voilà, moyen jusqu'à la FEC. Et est-ce que tu as des souvenirs sur la primaire, le collège, que ce soit avec des amis, soit avec des profs? En primaire, oui, je me rappelle un petit peu j'avais une prof un CE1, non, au CP qui était très gentille. Après, j'ai eu des profs, moi, dans l'ensemble, j'ai eu des bons profs. J'ai eu des profs qui ont été sympas. J'étais pas quelqu'un de turbulent, j'étais quelqu'un quand même assez calme, qui était dans mon coin, qui se mélangeait bien, et voilà, moi, j'étais pas quelqu'un de turbulent, je faisais ma vie tranquillement. Et est-ce que tu habitais dans un quartier ou c'était comment dans les conditions où tu as grandi? C'était une cité, c'est un quartier qu'ils appelaient La Roquette, c'est plusieurs immeubles où tout le monde se connaissait presque, où on allait jouer en bas au foot, on allait jouer au ballon en bas tous les étés, et je revois encore même les gens qui habitent encore, et je revois ceux que je joue au foot avec eux, avec qui j'ai grandi, je les revois pareil. Ça a pas changé, que des bons souvenirs.
que des bons souvenirs parce que j'ai appris beaucoup avec eux. Tous les étés, on allait jouer en bas de chez moi. Il y avait 2 buts, des poteaux, sous le banc. On faisait que ça tout l'été. On faisait que des matchs. Foot. Foot, il y avait que ça. Bah, il y avait que ça de gratuit. On payait pas. On en avait un ballon. On faisait des équipes et on jouait. On partait quand on ne jouait pas là. On allait sur les terrains aux alentours de Lunel et on s'amusait. On faisait des matchs toute la journée. Et on se régalait. Ouais. Quel était le rapport avec, on va dire, les plus grands, que ce soit les amis, des parents, etc. À travers cette question-là, en fait, j'aimerais retranscrire, on va dire, un peu les valeurs qu'avant il y avait. Il y avait beaucoup de respect. T'avais à la maison, il y avait mon père, ma mère, et après t'avais les plus grands. Les plus grands, quand mon père était pas là, c'est eux qui décidaient. Alors t'avais le respect toujours de la hiérarchie de tes aînés. Alors moi j'ai grandi comme ça. Toujours ton aîné, c'est lui qui, quand les parents ils sont pas là, c'est lui plus ou moins qui décide, qui prend les décisions, si c'est bien, si c'est pas bien. Et quand le père est là, c'est lui qui prend la décision. Mais c'est toujours les aînés. Et c'est eux qui nous apprennent c'est le père qui apprend aux autres. Et après les aînés qui leur apprennent un peu les valeurs de respect, de convivialité, de bien vivre ensemble. Ah, c'est de là où tu commences à grandir, où tu commences à comprendre les choses, et ils t'expliquent les choses. Quand c'est bien ou quand c'est pas bien, à leur manière. Mais tu sais que c'est pour ton bien. Si c'est pas bien, ils te le disent, d'une certaine manière, ou bien ou mal, mais tu sais que c'est pour ton bien, ça te fait avancer. Ouais, je comprends. Et quand tu nous as dit que tu parlais, enfin, tu jouais énormément au foot. Comment ça t'est arrivé? Comme ça arrive tout jeune, hein, dans les cités, tout l'immeuble, tous les jeunes de l'immeuble, ils jouent au foot, sauf ceux qui restent à la maison, qui révisaient un petit peu. Voilà, sinon on jouait, on avait que ça. Tennis, c'était pas pour nous, le rugby, on ne parle pas. On sortait, on avait un ballon, on faisait 2 équipes, 2 ballons, on faisait 2 équipes. Il y avait toujours celui qui avait le ballon qui venait, qui choisissait. On faisait des tournois, on faisait des matchs, on jouait au ballon tous les jours. C'était quoi tes premiers souvenirs, que ce soit à la télé ou des joueurs qui t'ont marqué ou un stade? Avant, il n'y avait pas trop de matchs à la télé. Bon, au début, il y avait un peu Saint-Étienne qu'on voyait à la télé, mais il y avait que ça. Après, j'ai pas regardé. Mon père regardait un petit peu, mais après, c'est pas comme maintenant. Depuis que t'as une télé dans toutes les chambres, nous on avait une télé. Les télécommandes, c'était nous. Voilà, quand mon père il disait change de chaîne ou quoi, ou quand il y avait un petit peu des scènes un petit peu pas crues, ou quand ça commençait à s'embrasser, ça commençait hop, mon père il partait, ou il disait bon allez va changer de chaîne. Voilà, il se mettait là, il fumait sa cigarette, il buvait son café, et nous on se mettait là et on attendait qu'il parte pour changer de chaîne, pour regarder autre chose. Mais voilà, j'ai vécu comme ça. On s'aidait, on aidait mon père à faire les courses, on trimballait les choses. Voilà, on a évolué comme ça. Ok. Et quel a été ton premier club? Lunel, le Gallia. Comment ça s'est passé? Hasard. Je pars, pareil, je suis un de mes frères qu'on va jouer, ils vont faire un petit match entre eux au stade Fernand Brunel. Et à côté, tu as une équipe de poussins. Avant, c'était les poussins. Maintenant, ils appellent ça les 8 ou je sais pas quoi. Et moi, je regardais mon frère jouer, mais je pouvais pas jouer parce qu'ils étaient plus grands que moi. J'avais 8 ans. Il avait quel âge? À côté, ils avaient 8 ans. Mon frère, il a eu 70 ans. L'autre, il avait 72 ans. Il devait avoir 20 ans. Ah ouais, ou un peu plus, 25 ans. Ouais. C'était les aînés. C'était les aînés. Il m'a dit là, pas possible de te faire jouer. Voilà. Et je regardais le truc. Et il y avait l'entraîneur, il me regarde, il me dit, tu veux jouer? Il manque un gardien. Je dis oui, pourquoi pas. Je suis là, il a demandé à mon frère. Oh, vas-y. Mon frère, ça lui a fait, comme ça, il s'en occupe pas. Hop, tu te mets là-bas, tu joues. Et j'ai joué, je fais gardien, tout ça et tout. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais l'entraîneur l'a vu que j'en avais marre d'être gardien. Et il m'a dit, tu veux jouer devant? Tu veux jouer? Ouais. Je lui ai dit oui, pas de problème.
Je joue, et je me suis entraîné, je joue avec eux, j'ai joué plaisir. Et à la fin de l'entraînement, il m'a appelé, il a appelé mon frère, il lui a posé la question, est-ce qu'il a signé dans un club, est-ce qu'il a, mon frère, nous, les clubs, on n'a jamais fait, je crois qu'il y avait qu'un frère qui était dans un club qui était au Gallia, c'était Mohamed. Et non, pas du tout. Non. Ça lui dirait de venir s'entraîner avec nous et de faire une licence? Je dis pas de problème, je demande à mon père, si mon père est d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est parti de là. Il est venu, le dirigeant, je l'ai eu de Poussin jusqu'à 15 ans. Ah ouais. Il a fait, on avait un groupe de joueurs. On avait un groupe de joueurs, on a commencé à 10, et après on a fini à 16. Chaque fois, quand on était on jouait à 8. Et après, quand on est passé à U13, Pupi, on commençait à jouer à 11. Et on a augmenté, et on a gardé cette équipe jusqu'à que moi je parte à l'âge de 16 ans. Et c'était le même entraîneur. Mais cet entraîneur, au fur et à mesure, c'est devenu presque, il est toujours vivant, presque un deuxième père. Parce que cet entraîneur, il s'occupait de moi, même quand je commençais à faire la gueule, ou je faisais n'importe quoi, tu sors, tu regardes les autres jouer, donne ton ballon, parce que j'étais pas un peu là-dessus, j'avais pas de discipline, je suis fou libre, je gardais le ballon, je driblais, j'avais pas de cadre, je jouais comme à la rue. Et alors, il m'a expliqué petit à petit, et je l'ai gardé, et avec cette équipe-là, et je vois souvent encore ces joueurs-là, parce on va avoir tous 60 ans là, dans l'année. Je les vois souvent, je les vois tout le temps. Et on a décidé de fêter ça ensemble. On a qui ont eu, on a qui vont les avoir, de faire ça à 60 ans. Avec l'entraîneur. Et avec cette équipe-là, on a été champion tous les ans. Et on a gagné la Coupe de l'Hérault tous les ans. Ah ouais, quand même. On avait une belle petite équipe. Et le pied de nez, je dirais, de ça, c'est que dans cette équipe, j'étais le seul Algérien. Et tous les autres, moi j'avais 10 frères et sœurs. 8 frères et sœurs. J'avais 10 frères et sœurs. Et eux, ils étaient fils uniques ou 2. Ah ouais. Bon. Le hasard. Mais il n'y avait aucun problème. L'entraîneur, quand il jouait, il venait me chercher à la maison. Des fois, quand je voyais qu'il voyait que j'avais les chaussures coupées, il allait m'acheter des paires de chaussures de foot. Ouais, c'était franchement, et encore aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui que j'ai évolué. Et après, à partir de 15 ans, il m'a dit, je passais de cadet à junior, et il m'a dit, bon, je crois que l'année prochaine, tu t'entraîneras plus avec nous. J'ai dit, pourquoi? Non, je change pas de club, moi je suis bien, moi ici avec vous, je suis tranquille, je me prends pas la tête. Il me dit, non, tu vas t'entraîner avec la première. Et tu vas essayer avec la première. Non, moi j'ai pas envie, moi j'ai mes copains, je pas me prendre la tête, voilà. Non, moi je te veux plus, il m'a dit. Ah ouais. Il m'a dit, je te veux plus. Ok. Et à partir de là, je me suis entraîné, j'ai commencé la saison de cadet, pas junior, mais cadet. J'étais cadet, je passais en équipe 1. Avant, il y avait c'était les DH, comme les RE maintenant, les DH. Ouais. Les DH un peu plus élevés que ça qui est maintenant. Et j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à m'entraîner, tout ça. Et j'étais un des plus jeunes. Et je m'entraînais avec un professeur à moi. Ouais. Qui jouait avec moi. Au début, c'était un peu bizarre. Et je disais, bon, au bout d'un moment, je fais quoi, là? Je vous vois, je te tutoie, Après, je revois toujours pareil. Il était au collège, je le revoyais, on gardait des bons contacts. Et j'ai évolué comme ça. Et après, j'ai fait une année, et je suis parti à Montpellier. J'ai fait 2-3 essais dans d'autres clubs, et je suis parti à Montpellier. Avant d'aller sur la page Montpellier, on va rester un petit peu sur cette période-là, si tu le veux bien. J'aimerais bien que tu nous donnes, parce que tu m'as dit que le coach que tu as eu, c'était comme un deuxième père. Forcément, il a dû se passer des choses pour que tu dis ça. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça sur ce qu'il a pu faire? Il t'a acheté des baskets, quoi d'autre? Oui, parce que chaque fois que j'avais besoin, il était là. Quand je pouvais pas partir, quand je devais pas venir, c'est lui qui venait me chercher. Mon père, il avait pas trop le temps parce qu'il avait pas de voiture pour venir me voir jouer. Il faisait des choses. Quand j'avais besoin, il les faisait. C'est pour ça que j'ai gardé un lien fort avec lui. Et c'est un homme qui
qui a fait beaucoup pour le sport de la ville, dans tous les sports. Et pour le football, il a été entraîneur. On a fait des choses incroyables avec lui, des tournois à droite, des tournois à gauche, des matchs. Et on prenait plaisir, même avec lui. Des fois, on rigolait, on faisait n'importe quoi, mais c'était. On avait un groupe sur 10 ans, ouais, à peu près, sur 10 ans, qui a pas bougé. C'est quelque chose. Ouais, c'est que des bons souvenirs. Des fois, on se voit et on en parle. Et il me disait, mais toi, c'est pas pareil. J'ai dit, non, c'est pas pareil. C'est que moi, j'ai eu la chance. Et après, bon, t'avais des bons joueurs aussi. J'ai eu la chance. Après, j'ai travaillé, voilà. Mais j'ai toujours gardé des contacts avec eux. D'accord. Et ensuite, tu es monté dans l'équipe 1 et tu t'es retrouvé coéquipier avec ton prof. Comment ça se passait à l'école avec lui? À l'école, je me mettais au fond, je disais rien. J'essayais de travailler un peu plus pour pas que derrière, qui me chambre ou qui se moque de moi. Mais sinon, c'était un bon mec. C'est un super joueur de football, que je revois encore. Mais c'était un super mec après. J'étais un petit peu le protégé parce que j'étais le plus jeune. Et t'avais des papas, des adultes, et qui me disaient, n'aie pas peur. Parce qu'au départ, tu te dis, tu rentres là-dedans, tu connais pas les gens, tu connais pas le milieu, tu ne connais pas le niveau. Ils me disaient, bon, maintenant, fais ce que tu sais faire, et nous, derrière, on est là. Et chaque fois que je prenais un coup, ils venaient me voir, ils disaient, n'aie pas peur, on est là. Alors c'est pour ça que ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, et ça m'a fait aussi grandir dans les deux sens, en tant qu'homme et en tant que joueur, parce que j'étais toujours dans le dur. D'accord. Comment il s'appelle le coach que tu as eu pour l'honorer? Camille Soriano. Ok, bon, on lui fait un grand coucou, Camille. Au plaisir de te voir bientôt là. Donc là, tu passes de Lunel à Montpellier. Comment ça se passe? Avant Montpellier, l'entraîneur que j'avais avec l'équipe à Lunel, il connaissait très bien, parce qu'il avait joué avec lui Pierre Mosca. Ah ouais. Pierre Mosca qui avait joué aussi à Lunel. Ok. Qui avait entraîné aussi Lunel. Il le connaissait bien parce qu'ils avaient gardé des contacts et tout. Il lui a parlé de moi. Il a dit, j'ai un bon jeune, il a 15 ans, 16 ans, il joue avec moi, regarde-le et tout. Mais comme il le connaissait, il lui dit pas. Et Mosca, il était entraîneur de l'équipe 1 de Sochaux. Si on se met dans le contexte, il y a 40 ans, plus de 40 ans. Non, j'ai dit que non, il y a 45 ans. Ouais, 45 ans. Et il me dit, il vient voir mes parents, il me dit, il va faire un essai, il va partir, on va l'amener là, tel jour, pendant les vacances. Il va aller faire une semaine à Sochaux. Avant, il n'y a pas de TGV. C'était des trains, des corails qui s'arrêtent à toutes les gares. On a mis une vie, on est parti de Lunel jusqu'à Montbéliard, dans l'Est là-bas. On a mis une vie. Ah ouais, j'imagine. Je voyais pas la fin. Arrive à la gare, tu rentres. Moi, c'était la première fois que je partais de Lunel, de si loin, hein. Je suis parti au bled, voilà, tout seul. Hein. Et on était tous les deux. Il me dit, te pose pas de questions, fais ce que tu sais faire. Et je regarde, je dis, il fait froid ici. Il fait froid, et t'arrives là-bas, il neigeait. Et c'était froid. Et Sochaux, quand je suis allé, c'était déjà un des plus gros centres de formation de France. Ok. Il y avait Sylvestre, il y avait Paille, il y avait tous les noms, après que c'était international, qui étaient déjà. Et je fais l'essai, tout ça et tout. Et ça se passe plutôt bien, voilà. Mais je me suis pas plu. Peut-être que le fait de partir de chez moi tôt, l'éloignement si loin, la famille. Et mon père il me dit, qu'est-ce que tu... Je l'ai au téléphone et j'ai dit, papa, il fait trop froid, je suis pas bien. Il me dit, fais-toi plaisir, tente, tu vois. Et après, si ça te plaît pas, après, bien. Moi, j'ai fait je me suis entraîné toute la semaine avec le centre de formation, un petit peu avec les pros. Voilà. Et après, je suis redescendu. Après, Nîmes s'est manifesté. Nîmes Olympique. Ils étaient en Ligue 1, je crois. Et Montpellier se manifeste. Je fais un essai à Nîmes. Et je fais un essai à Montpellier. Nîmes, je m'entraîne avec les pros, tout ça et tout. J'avais 16 ans.
Je m'entraîne avec les pros, ça se passe bien. Mais il n'y a pas de retour. Montpellier, je m'entraîne avec les centres de formation. Bon, de suite intéressé. Bon, bon ça fait que ils attendent 15 jours. Ils voient le dirigeant, il dit non, il faut qu'on signe, il faut le faire signer maintenant. Et c'était le début du centre de formation de Montpellier. C'était les premières années, c'était la deuxième année où comment ils commençaient à avoir du monde. Ils commençaient à recruter ou commençaient à se structurer bien. Et Montpellier se manifeste plus vite que les autres clubs. Pas de problème. Mon père, il a Nicolin, il a le président Nicolin, il lui dit ouais, il faut que... Il a d'abord le directeur du centre, Delmas, il dit ouais, il faut qu'on le fasse, il faut qu'il vienne, nous on est en train de faire ça, tout ça et tout. Mon père, il dit pas de problème. On se voit et on discute. Ils sont venus l'après-midi, un après-midi, à la maison, à la Roquette. Ma mère leur a fait un couscous au sucre. Et Nicolas m'en a toujours parlé. Et ils discutent. Ils discutent. Et je signe un contrat d'aspirant, même pas moi je crois que c'est aspirant. Les premiers contrats, avant tu gagnais pas grand chose. Hein. Ah, et ça se passe comme ça. Et mon père, il a été, il a dit, mais si mon fils réussit pas, parce moi je veux pas, il a dit, moi je vous demande pas de l'argent hein, pour qu'il signe tout ça et tout. Mais vous prenez mon frère, vous prenez son grand frère aîné qui a pas de travail, vous le prenez dans l'entreprise. Bien. Et si la première année ou la deuxième année il réussit pas, vous l'embauchez dans l'entreprise en parlant de moi. Nicolas, il n'y a pas de problème, pas de problème. Vous venez tel jour, on verra et on discute pour l'aîné. Et mon frère, il est rentré comme ça chez Nicolin, il est resté 40 ans chez Nicolin. Ouais. Et voilà, et après moi je suis parti et j'ai fait ma route. À ce moment-là, t'avais quel âge? 16 ans. 16 ans. Et comment t'as fait pour ta scolarité? Mais Montpellier, Montpellier a tout pris en charge. On allait, avant il y avait pas, c'était pas comme maintenant. Avant il y avait, tu passais l'école était moins structurée. Tu passais le CAP du métier du football. On allait tous les jours. On allait j'ai dit tous les jours, je me rappelle plus. On allait faire les cours au lycée à la Paillade en haut. Au lycée, c'était un lycée, un lycée, comment on appelle ça, professionnel. Et on passait le CAP du métier du football là. Ah ouais, d'accord. Et après, on s'entraînait. Les clubs n'étaient pas structurés en école privée comme c'est maintenant. Alors tu partais, tu faisais et on continue comme ça. Il y en a qui passaient le bac, mais le bac en privé, le bac, et ça continuait. J'ai un copain, moi, qui a continué l'école longtemps, maintenant il est, comment on appelle ça, il est cardiologue. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, il est cardiologue, c'est un gros professeur de Montpellier, il était avec nous au centre. Et lui, il a continué l'école, après il a arrêté le foot, il a continué l'école. Donc là, tu passes à un internat, en gros. Voilà, je dors là-bas, je vis là-bas, 24 heures sur 24. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, je suis jeune. De temps en temps, mon père, mes parents, ils viennent me voir de temps en temps. Et moi, je descends quand j'ai pas de match ou quoi, mais c'est à côté. Comment tu sens cette séparation avec ta famille? Au départ, c'était pas évident. Mais je deviens autonome. Je commence à vivre avec d'autres personnes, mais ça me change pas parce que j'ai toujours vécu avec du monde. Okay. Que ce soit en famille, on était une dizaine. Et là-bas, on était une dizaine, pareil. Moi, ça me change pas trop. C'était juste le fait de l'entraînement. Ce qui me change, c'est d'aller à l'entraînement, d'aller à l'école, d'avoir un truc structuré. Mais on était pareil, on était suivi par une personne, il y avait le père et la mère Saez qui s'occupaient de nous là-bas, qui étaient des intendants, qui faisaient à manger, qui étaient surveillants. Et c'était le même principe que la famille. Ouais, voilà, on est pareil, on était au château à Gramont, on était bien, on avait une grosse promotion. Ah, tu vas nous en parler de cette promotion parce que tu arrives, un gros changement, tu passes de Lunel à Montpellier. Comment se passe ce changement en termes de football? Moi, j'ai rien à perdre. Je me dis, mon père il me dit, ça marche pas, ça marche pas, mais tu donnes tout, puis après tu verras bien. Parce qu'on sait qu'à la fin, c'est pas évident. Or,
Je prends plaisir parce que je fais ce que j'aime, parce que je fais du foot tous les jours. Je prends moins de plaisir à l'école, mais ça c'est... Mais c'est pas grave, on continue. On continue, on essaie de faire les choses comme il faut. Et on avance petit à petit, on avance. Je joue en DH à Lunel, et là je me retrouve en 3e division. Oh, donc il y a une différence. Ouais, une différence, t'as la DH, après t'as la 4e division, t'as la 3e division, et après t'as la 2e et la première. Tu arrives, tu joues à la 3e division, et tu commences un petit peu à voyager. Tu vas à Cannes, tu vas à Antibes, tu vas un peu partout, en bus, on est bien là. Moi j'ai l'œil, bon, on est un peu payé, mais on est bien. Alors, je continue, mais dans ma tête, je continue à travailler. Voilà, je me donne pas un objectif, mais je continue à travailler parce que je sais que chaque année, c'est une remise en cause. Après, tu connais un petit peu, tu vois comment ça se passe. Si tu fais pas plus que les autres, ça vient pas. Alors tu travailles 2 fois plus que les autres. À l'entraînement, tu te dis, il y a quelque chose t'es pas plus mauvais que les autres, t'es plus fort que les autres, mais il faut que tu travailles plus pour prouver aux autres que tu es plus fort. Alors tu te le mets dans la tête, et hop, et c'est comme ça que j'évolue. La première année, on est une bonne promotion. T'en as qui sont sur Montpellier qui habitent, mais nous, au centre de formation, on a une très très grosse promotion. T'as les Laurent Blanc, t'as les frères Passy, t'as Jean-Yves Ours, Huc, Guédé, et tous une quinzaine, on fait tous une carrière professionnelle. Ah ouais, c'est énorme. Que ce soit Montpellier, même international, et on arrive à enquiller à jouer, à faire des résultats déjà en 3e division, avec une équipe jeune, avec quelques cadres de pros, et on fait des résultats, même en Gambardella. Le club est en Ligue, en D2, parce qu'ils sont descendus, et le club est en D2, en 2e division. Et nous, on fait des résultats, on arrive à faire des résultats en Gambardella, et c'est là qu'on commence à évoluer, on voit les gros matchs. Bah, tu vas nous un peu raconter cette épopée de Gambardella. Ouais, il y a des grosses épopées. La première année, on fait carton sur carton à la maison. On prend Saint-Étienne, on en est 6. On prend... c'est un gros centre de formation, Saint-Étienne, à ce moment-là, faut le dire. Avec nous, on était petits, mais on prenait tous les gros centres de formation, et à la maison, on leur mettait des valises. Et on avait une ossature, l'équipe de la Détroit qu'on jouait ensemble. Ça fait qu'on avait plus ou moins des automatismes. En plus, tu avais 2 ou 3 jeunes comme Gérald, comme Robin, qui jouaient déjà en pro. Et qui venaient... Non, Gérald Passy. Ah, ok. Qui est international après, qui a joué à Toulouse, qui a joué l'équipe de France, et qui jouait des fois, qui venait nous renforcer, nous. Et on va jusqu'en demi-finale. Et on joue à Sochaux, demi-finale. Avec la grosse équipe de Sochaux, Paille, Ferré, et on perd au pénalty. On perd au pénalty contre Gilles Rousset qui était dans le but, tout ça, il y avait que des internationaux. On perd au pénalty, mais pas démérité. On part déçu. Et la seconde année, pareil. Et là, on commence, mais là, on fait les résultats, tout ça. On fait les résultats, on monte, et on va en finale. Mais, dans le groupe, t'en as qui commencent à montrer leur bout en équipe première. Parce que financièrement, le club, comme il avait la première année, quand ils sont descendus, ils avaient encore des joueurs qu'ils avaient payés quand même assez cher, et qui commençaient à être en fin de cycle, et qui commençaient l'argent, et ils commencent à nous faire jouer à nous, ils nous font jouer, et qui commencent aussi avec des cadres, qui nous aident, qui nous guident, et on commence à jouer, et comme ça petit à petit, et là c'était en 85, 86, hein, et on commence à faire nos gammes, avec l'équipe 1, 2, 3 matchs, 4 matchs, et après, nous on arrive en finale de la Gambardella, et on perd au pénalty, pareil, en finale de la Gambardella, mais en se faisant voler. Ah ouais. Parce qu'on marque un but, Laurent Blanc, il marque un but de la tête, qui a été refusé par l'arbitre, qui n'a jamais été... personne n'a compris. Ok, je comprends. Mais à ce moment-là, tu t'es déjà milieu de terrain ou tu as un poste différent? J'étais attaquant de pointe. D'accord, donc toi, tu plantais.
J'étais plus passeur, mais je pouvais jouer à droite, je pouvais jouer à gauche. Mais on avait un trio d'attaquants, trois. Il y avait Guédé, Soria et moi, où ça bougeait, on jouait, on voulait, et ça mettait le feu. Au milieu de terrain, t'avais Laurent Blanc, t'avais Jean-François Scala, t'avais Baez derrière, t'avais Gérald Passy, dans les buts, t'avais Robin Huc, Jean-Yves Ours. Là, on avait une grosse équipe, cette équipe-là, 7-8 joueurs, ils sont montés en équipe première. On a commencé à jouer. La première, on a fait des prises de match, et la deuxième année, on a commencé à être plus, on a commencé la saison avec les pros. Et c'était cette année-là, on a fait la montée avec Montpellier. D'accord, donc en fait, tu as fait Gambardella demi-finale, ensuite finale, et ensuite l'année suivante, l'équipe 1 et vous faites la montée. Donc vraiment une grosse promotion à ce moment-là. Mais sur les 5-6 ans, ça fait que monter. Parce qu'on fait monter, on fait 87, 88, je crois, ou 86, 87, 88, on monte. Avec la même promotion. On monte, et on monte. Avant, c'était, t'avais deux poules de division. T'avais de deuxième division. T'avais la poule Est et la poule Ouest. Et on finit champion de la poule Sud. Et on fait, et Niort, qui finit champion de la poule Ouest, je sais pas. Je me rappelle plus. Et on fait un match pour le champion de Ligue 2, de deuxième division. Et on finit champion de deuxième division. On bat Niort. Match sur aller-retour. Et après, on monte, et là, on monte en première division. Puis du hasard, Mosca entraîneur à Montpellier. Ok. Voilà. Et première année, il faut venir plein de joueurs. Moi, chaque fois, il faut venir un joueur. Chaque année, il faisait venir un joueur à mon poste. Mais chaque année, je faisais 35, 36 matchs, 35, 36 matchs. À ce moment-là, tu étais toujours attaquant. J'avais un peu reculé, je commençais à être milieu droit, attaquant, c'était plus, quand on est monté, c'était Roger Millard. Ouais. Il prend ta place. Non, mais j'apportais plus sur les côtés, voilà, ou en milieu de terrain. Et on monte. Et on fait une super saison avec ce groupe-là, en Ligue 1. On finit 3e. Ah ouais, effectivement, c'est une sacrée différence. Là. On finit 3e et pareil, ça montait comme... L'année d'après, on finit 3e. L'année d'après, ça se passe un peu... Non, je dis des bêtises. 90, 91. Vous êtes champion de D2 en 87, c'est ça? 87, 88, 89, 90, on finit 3e. 90, 91, on gagne la Coupe de France. Avec le même groupe. Donc ça monte, on fait finaliste de la Coupe de France. Mais on fait finaliste de la Coupe de France en faisant une pas bonne saison en championnat. On a même failli descendre. Mais la Coupe de France nous fait du bien parce que elle nous booste pour le championnat. Ça fait qu'on arrive à enchaîner les victoires et se sauver en championnat et d'aller gagner la Coupe de France. Je crois que cette année-là, j'ai été meilleur joueur du match et je marque le but. Ouais, tu marques le but, ouais. Voilà. Un beau but d'ailleurs. Et après, l'année d'après, on fait non, je dis des bêtises, parce que l'année d'avant, quand on finit 3e, on fait la Coupe d'Europe aussi. Ouais. Et on est éliminé pour un match contre Benfica, le grand Benfica, avec Moser, avec que des gros joueurs. On perd à la maison, c'était le premier match européen. Et après l'année d'après, on gagne la Coupe de France et on fait je crois, quart de finaliste. Quart de finaliste, Coupe des Coupes, en Coupe d'Europe. On se fait éliminer par Manchester City Manchester United qui l'a gagné après. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur cette grosse promotion de jeunes jusqu'à la Coupe de France? Sur Laurent Blanc, Passy, etc. C'est votre groupe. Ouais, je crois qu'on avait des bonnes affinités, on vivait bien ensemble, même si on était bien ensemble. On partait à Gambardella, ça nous a soudés aussi parce que on avait un petit bus, on prenait le bus des pros. Nous, la Gambardella, quand on a commencé, l'équipe était la première année, l'équipe était en deuxième division.
Et elle était descendue, elle faisait pas des bons résultats. C'était un petit peu mitigé, un petit peu... Et quand nous, on jouait en Gambardella, on faisait plus de monde. On jouait l'après-midi, mercredi après-midi. On faisait plus de monde que les pros le vendredi soir. D'accord. Le stade, il était plein. Ah ouais, c'est fou. Ouais, et on partait, et voilà. Et Nicolas, bon, il voyait qu'il y avait l'engouement, il mettait les moyens, il mettait les moyens. On partait en bus quand on faisait des déplacements avec la Gambardella, mais le bus, c'était le petit bus, bus dortoir. Mais c'était bon enfant. On était bien parce qu'on dormait ensemble. Chaque fois qu'on revenait d'un déplacement, qu'on gagnait, on s'arrêtait au bord de la route, on sortait en boîte, on s'amusait. Et ça a créé un lien, ça a créé une affinité. C'est pour ça qu'après, on était vachement plus soudés sur le terrain. Et c'est continué comme ça. Et à ce moment-là aussi, tu deviens pro, tu signes à quel moment le contrat professionnel? Quelle année? J'avais 18 ans. Donc, L'année, c'est en 88, juste avant la montée. en 88, c'est ça? Ouais, 89. 89. Comment sont tes parents? La fierté, est-ce que tu ressens une fierté? Il le montre pas. Mon père le montre pas. Il commence à venir quand il venait pas trop parce il venait mais il le disait pas. Mais tu le voyais, tu voyais qu'il était fier parce qu'il regardait les matchs. Ma mère regardait les matchs mais elle comprenait rien. Et voilà, tu sentais que la fierté, ouais, de temps en temps, c'était beaucoup mon frère aîné qui venait me voir et qui s'occupait un peu de tout ça. Et c'est avec lui que j'ai créé plus de liens. J'ai pas créé de plus de liens, mais lui, il venait à tous les matchs. À la maison, il venait à tous les matchs. Mon père, il se mettait devant la télé, il regardait les matchs à la télé. Je peux pas dire que ça l'intéressait pas, ça l'intéressait, mais il était plus réservé, c'était plus intérieur. Et assez jeune, tu as été appelé par la sélection algérienne. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose que tu envisageais? Parce que... Pas du tout. D'accord. Est-ce que tu peux Pas me du tout. raconter? Pas du tout. Moi, déjà, rien que d'avoir signé pro, je me suis engouffré là-dedans. J'ai commencé à jouer, hop, tu signes pro, tu gagnes un peu d'argent, tu commences à faire plaisir à tes parents, tu commences à faire des choses. Et un coup de téléphone, l'équipe nationale t'appelle. Je discute avec mon père, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Tu te souviens, c'était en quelle année? 89. Non, je dis bêtises. 88? 88. 87. Parce qu'après, je fais la Coupe d'Afrique au Maroc en 88. Ok. Je crois que c'est ça. Je sais même plus. Ouais, 87. Mais j'ai vu dans les yeux de mon père qu'il était fier. Qu'il était fier que je choisisse l'Algérie. Je l'ai vu dans ses yeux. Et à partir de là, il regardait tous les matchs. Quand il allait au bled, il était, il était bien. Il était bien. C'est mon fils. Voilà, il était bien. Il était bien. À l'aéroport, on le reconnaissait. Voilà, il était bien. Ah, ça, c'est beau. Ah, il était content. Il était content. Ma mère était un peu plus réservée, mais mais elle était contente parce qu'elle comprend sans y comprendre. Elle te dit toujours, fais attention. Ouais. C'est comme les mères. Fais attention. Fais attention. Et toi, fais attention. Surtout, toi, tu arrives après une grosse génération. Enfin, c'est même toujours le moment de cette génération-là. Il y a eu 82, 86. Jusqu'à 92, 91. Ouais. Donc, et toi, quand tu arrives dans cette équipe-là, comment tu te sens? Moi, quand j'arrive là, je découvre, je ne connais pas. Hein. Beloumi, il y avait Beloumi, il y avait Madjer, il y avait Kassi Saïd. J'avais 19 ans. Hein. T'avais que des gros joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde 82. Toi, t'es au milieu. C'était en plus le match qui m'appelle. C'est un match qui compte pas, plus ou moins, parce que c'est contre un club professionnel. Je rentre là, je découvre. Hein. Et bon, après, j'essaie de faire ma place. Je découvre, c'est toujours pareil. Il y avait Ben Mabrouk, il y avait moi, au départ. Tu avais Mansouri, Faou. Non, il était plus Faou. Je dis bêtises, il était plus Faou. Il y avait Ben Mabrouk et moi. Kokichi, je sais même plus s'il était. Au départ, on n'était pas beaucoup de. Ouais.
Binational. de binationaux. Et on a commencé. Quand je suis arrivé là-bas, mon père, il me dit, tu regardes. Tu dis rien et tu regardes. Tu vois comment ça se passe. Parce qu'il avait toujours l'appréhension. T'es chez toi, mais ça, j'ai chez toi. Tu vis en France. T'es français. T'es algérien, mais t'es français aussi. Il me dit, tu regardes et tu sens que t'as un petit peu de jalousie. Ce qui est normal, eux, ils sont là depuis longtemps, ils sont installés. En plus, c'est des générations qui ont vécu, ils ont fait l'armée ensemble. C'est pour ça que l'Algérie, au départ, t'avais beaucoup de joueurs qui sortaient parce que ils faisaient la formation, ils faisaient l'armée ensemble. C'était comme le bâton de Joinville. Tous les internationaux, ils faisaient l'armée ensemble, ils sortaient pas. Moi, ils m'ont raconté des choses, les anciens qui étaient. Et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de résultats. L'équipe, celle qui a fait les gros résultats pendant la Coupe du Monde de 82, c'est une équipe qui avait vécu 10 ans ensemble. Avant de sortir. Ils ont fait tous les résultats après. Tous ces joueurs, après, ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à flamber. Ils ont commencé, parce qu'ils avaient une ossature, de joueurs qui ont joué, qui ont grandi ensemble, qui ont fait l'armée ensemble. C'était des joueurs de haut niveau, des sportifs de haut niveau, comme ils appelaient au bled. Et moi, je découvre. Et je parle pas. Et je laisse parler. Et ils parlent arabe entre eux. Et moi, je comprends. Alors, je dis rien. Je regarde les mœurs parce que tu connais pas trop, toi, comment ça se passe. Moi, au départ, bon, je sais que j'étais jeune, hein, je savais pas. Quand tu prends la douche, moi, je me mettais tout nu, il y avait pas, lorsqu'il me regarde, il me dit, mets la serviette. Hop! Il me dit, mets la serviette. J'étais dans la vestiaire, hop, je mets la serviette. Il me dit, après, il m'explique un petit peu, certaines, il commence à m'expliquer. Et moi, je laisse faire. Mais, si tu dis rien, tu te fais ronger. Parce que eux, ils veulent, c'est partout pareil, hein. Ouais. Ils t'appellent l'arki. Ah ouais. Parce que t'es français, l'immigré, tu viens prendre leur place. Et quand tu commences à leur parler arabe, ça change. Ça change tout. Je leur dis, oh, je suis comme vous, moi. Je viens de la cité, hein. Moi, tu me fais pas peur, non, voilà. Mais parce que je l'ai appris dehors, tout ça. Parce que je l'ai appris avec les grands. Je regardais faire. Mais après, petit à petit, eux, ils avaient tu t'essaies de rentrer dans leur truc, même s'ils sont plus vieux que toi, mais c'est sur le terrain. Si tu prouves sur le terrain que tu es à leur niveau et que tu te bats aussi comme eux et tout, là, tu commences à être, et là, j'ai commencé à être accepté. D'accord. Ouais, c'est beau, ça. Quelle anecdote, elle est belle, celle-là. Et le football africain, il n'a rien à voir avec le football européen. Oui. C'est pas comme maintenant. Moi, quand j'ai débuté, tu t'entraînais à droite, avec l'équipe nationale, je parle. Tu t'entraînais jamais, t'avais pas de camp de concentration, t'avais pas de camp, t'avais le stade de Saint-Juillet, mais t'es vétuste, t'avais les installations du Saint-Juillet, t'es vétuste, t'avais pas de terrain d'entraînement, t'avais pas d'installation, les équipements, on n'en parle pas. Et quand tu regardes les équipements, chacun s'entraînait avec ses équipements de club, on n'avait pas les équipements, on n'avait que le survêtement de sortie et les équipements de match. À l'entraînement, c'était presque le club de quartier qui s'entraînait. Et moi, quand j'ai commencé, la FIFA n'obligeait pas les fédérations à prendre des assurances. Ok. Mais il y a 2-3 joueurs qui sont passés avant moi qui ont eu des problèmes. Et moi, je voulais pas avoir, parce que nous, on est plus ou moins, eux, ils étaient pas professionnels encore. Ils étaient payés par l'État, les joueurs. Okay. Les joueurs étaient payés par l'État. Quand ils venaient en sélection, ils étaient payés par l'État. Alors, ça fait qu'ils étaient des sportifs de haut niveau, c'est l'État qui les payait. Mais nous, c'était notre métier. On était obligé d'avoir une assurance. Le club, quand tu partais un mois ou quoi, il n'était pas obligé de te payer. Normalement, c'était la Fédé qui devait te payer. Okay. Bon, nous, ils ont été cool quand même, Montpellier. Et ça a duré comme ça pendant 1-2 ans, sans assurance. Mais, il y avait Karim Maroc et Mansouri qui ont eu des problèmes avec la Fédé. À cause de ça. Parce que quand ils sont partis 2 mois ou 3 mois en stage pour préparer, je sais plus quelle compétition, le club, il a dit, vous partez, mais je veux pas vous payer, moi. Comment on fait, moi? Vous partez 2 mois, vous êtes salarié au club, vous dépendez du club, mais nous, vous n'êtes pas là, on peut pas vous payer, hein, comment vous faites? Et la fédération avait dit, nous, on prend en charge. Mais ça, c'était avant. Je crois qu'ils attendent encore.
Et tout ça, je l'ai vécu. Eux me l'ont fait voir. Et j'ai eu des problèmes, moi. J'ai fait la Coupe d'Afrique au Maroc. Ça s'est très bien passé. On est parti un mois. Le club a été cool. Le club a été gentil. Il m'a payé. Je suis revenu. Ça s'est très bien passé. Après, il y a eu la Coupe d'Afrique en Algérie. Les 2 ans après. Et on était parti en stage avec l'équipe nationale. Et l'entraîneur, c'est pas Kermali. Je sais plus que c'est. Moi, quand je suis arrivé, c'était Rogov. C'était les Russes qui avaient tous mis en place depuis 20 ans. Et ils ont fait progresser. Et quand je suis arrivé, quand je suis revenu, Rogov était parti. Et ils ont mis un local, un ancien joueur, un ancien international. Il devait avoir 60 ans, je sais plus son nom. Je crois c'est pas Kermali, il est venu après. C'était un entraîneur avant. Et quand j'arrive là-bas, il y avait Bouafia, il y avait moi. On avait 2-3 joueurs. On va voir le président, il dit, moi j'ai dit, après il faut ce qu'ils veulent. Moi j'ai dit, si j'ai pas d'assurance, je viens pas. Parce que je suis d'accord avec vous, l'équipe nationale, mais si je me blesse, je fais comment? C'est vous qui prenez en charge. C'est vous qui prenez. Moi, si je me blesse avec mon club, c'est mon club qui prend en charge, c'est mon club qui fait ci. Et ils n'avaient pas obligé d'avoir des assurances. Et ils devaient prendre une assurance. Et on part en stage au Maroc. Oui, l'assurance, au Maroc, ça se passe mal parce que le stage, il part en vrille, les équipements, ça part un petit peu. Non, j'ai dit bêtise, c'était pas pour l'Algérie, c'est pour après. C'est pour l'Afrique du Sud. Ok. On part en stage et après on partait en Afrique du Sud. Et on partait en Afrique du Sud, du Maroc, on partait directement. Ça, c'est la préparation de la CAN 90. Ouais. Et arrivé à Alger, réception, et on arrive, on a dit, on doit avoir une assurance parce que le club te prévient que si, que ça, que ça. Et on les prévient. Ah, vous allez voir, on va faire l'assurance, la FIFA nous oblige, tout ça et tout. Et on part en stage. Et tous les jours, on appelle le président. Alors, oui, moi je viens, je vais vous faire tous les jours. Jusqu'au moment où je dis, il partait la veille, il partait le lendemain. Je dis, moi, si j'ai pas la preuve, qu'il n'y a pas d'assurance, je reste pas, je m'en vais. Je vois l'entraîneur, je vois le directeur. Je dis, moi, je m'en vais. Moi, j'ai vu 2-3 joueurs avant moi qui ont pris des risques. Ils ont arrêté leur carrière, ils ont coupé leur carrière. Et en fait, le club, ils ont été à la rue parce que pas de nouvelles. La veille, je lui dis, vous me donnez un billet, je rentre à la maison. Ah, donc c'est à cause de ça que tu n'as pas fait la CAN 90. D'accord. Voilà. Ouais. Celle qui a été gagnée par l'Algérie. C'est fou, cette histoire. Il y a pas mal de choses à dire, surtout à l'époque, sur la sélection algérienne. On n'avait rien avant. Tu jouais que pour là, tu pouvais dire, tu jouais pour le drapeau. Ouais. On a des défraiements, on ne parle pas. Tu jouais pour le drapeau. Ils venaient te chercher à l'aéroport, mais des fois, tu te démerdais pour repartir. C'était, tu gagnais, ça va, tu perdais, voilà. Mais c'était comme ça. C'était pas structuré. Surtout qu'après, juste après, il y a les années noires. Donc, ça n'aide pas. Ah, mais ça a pas aidé. Après, c'est sûr qu'après, ils ont modernisé. La FIFA les a obligés à faire parce que ça commençait à être professionnel, ils les a obligés à faire des licences, des assurances. Voilà, après, c'est normal. Parce que la FIFA a obligé les joueurs de venir en sélection. Tu avais le règlement, tu étais sélectionné, tu étais obligé, sauf si tu étais blessé. Si tu venais pas, tu avais une amende. Mais, contre sens, il fallait qu'ils mettent une assurance. Normal. Malgré tout, t'as continué à jouer pour. Oui, j'ai continué parce que j'ai continué. Comme je disais tout à l'heure, on a continué. On a fait les phases finales, on s'est qualifié. Dernier match de qualification c'était pour Coupe du Monde. 94. Je crois que c'était pour les États-Unis. 94. Pour la Coupe du Monde 94. Ouais, pour la Coupe du Monde. Et là, c'était Kermali l'entraîneur. On joue l'Égypte. Dernier match, sur 2 matchs. Chez eux ou à la maison? Premier match chez nous.
La plus grosse connerie, c'est qu'on le joue à Constantine. Non. Si on avait joué à Alger, on joue Constantine sous la pluie. Ils ont fait que défendre. 0-0. Si on joue à Alger, t'as le monde comme ça, le stade plein, et tu mets le feu. Ils ont décidé qu'on joue à Alger. On fait 0-0. Ça se passe tranquille. Sous la pluie, on a des occasions, ils défendent comme des morts de faim. C'est encore les conflits, Algérie. Grosse rivalité. Ouais. Grosse rivalité, gros souci. 15 jours après, on doit aller là-bas. Déjà, on arrive là-bas, à l'aéroport. On arrive la nuit, on est attendu. Oh, le boxon. Police, genre la police. La police, il faisait attention, ça fait attention. On sort de l'aéroport, le boucan, les supporters égyptiens, ça crie de partout, ça insulte, ça bouge un peu le bus. On arrive à partir, on va à l'hôtel, un peu extérieur de la ville, mais pareil. En bas, bruit toute la nuit, pendant 3 jours, jusqu'au match. On arrive le jour du match. On joue 110 000 personnes. Ah ouais, c'est énorme. Des policiers tout autour, avec des chiens. C'est un combat de rue. Ah ouais, j'imagine. Combat de rue. Moi, ce qui m'a marqué, t'as une tribune que des militaires. Ah ouais. Une tribune que des militaires. Tu te dis, oh putain, on n'est pas bien. Et le match se passe, des problèmes dans les tribunes, des problèmes sur le terrain. Première occasion, échauffourée. Deuxième occasion, échauffourée. Troisième occasion, corner. Ils prennent le ballon, ils rentrent dans le ballon sur le gardien, 1-0. Mais faute flagrante. L'arbitre ferme les yeux. Des occasions, on rate des occasions. Moi, je dis une occasion, on rate 0. On perd 1-0, on se fait éliminer. Fin de match, bagarre générale. Ah ouais. Dans les tribunes, par terre, les chiens. On se fait éliminer. On rentre à l'hôtel. L'hôtel. Les supporters, ils viennent aussi. Problème à l'hôtel. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis, pas de problème à l'hôtel. Échauffourée, il y en a un qui commence à chambrer tout ça et tout. Et dans l'échauffourée, je sais pas si c'est un journaliste ou un Égyptien, il prend un verre là. Et de là, comme ça. La police au milieu, tout le monde dehors. Problème. Hop, on monte dans les chambres. Moi, il y avait Ali Ben Mabrouk et moi, on partait le matin très tôt. Je dis, putain, comment on va faire? On part demain matin, à 6h du matin, et on rentrait sur Paris. Ali, il me dit, non, il n'y aura pas de problème, nous, on va partir les premiers. On part, il nous amène à l'aéroport, on est comme de... Hop, et on s'en va. Et on apprend, interdit de partir. Ah ouais. Bloqué à l'aéroport, bloqué à l'hôtel. D'accord, wow. Et ils attrapent Beloumi, en prison. Ah ouais. Et ils disent que c'est lui qui a mis le verre, qui a jeté le verre. Problème diplomatique. Je te dis, c'est pour ça que... Ah ouais, c'était chaud. Chaud, tu dis? Ah ouais. Chaud. Les 2 ans après, tu fais Coupe d'Afrique chez toi. Ils viennent pas. Ah ouais, d'accord. T'as pas entendu ça? Ils veulent envoyer les jeunes. Mais la FIFA leur dit non. Et ils viennent pas. Et ils sont suspendus. Ah, c'est fou. Ils ont eu peur. Ah, forcément. Forcément. Grosse rivalité. Ben, je te dis, Beloumi, prison. Et comment ça s'est L'État. arrangé? D'accord. Les consulats. Wow. Il est resté combien de temps Je crois qu'il est resté 2-3 jours. Ah ouais, quand même. Ils ont tout mis sur lui. Waouh. Je te dis, l'hôtel, il a explosé. Ah, c'est pour ça que je te dis, je dois avoir des journaux à la maison. Mais après, c'est écrit en arabe, c'était impressionnant, hein. Et toi, à ce moment-là, t'étais parti? Moi, j'étais parti, moi. Ok. On avait pris comme des voleurs, on était partis comme des voleurs avec Ali. Ali, il me dit, t'as vu? Je lui dis, quoi? Je dis, regarde,
cousin, il m'appelle, il me dit, c'est pas ça, il s'est passé ça, ils ont bloqué ça. Oh putain, parce que nous, on était loin. La télé, il n'y avait pas comme la télé, les paraboles où tu pouvais capter toutes les chaînes, tout ça et tout. Et il te dit, il s'est passé ça, ils ont arrêté Belloumi, ils ont empêché de décoller. C'est parti loin. Hein. Ah ouais, c'est fou. Si tu veux bien, on va revenir un peu sur ta carrière, parce que là, on est à Montpellier, la sélection algérienne, et c'est incroyable cette histoire. À ce moment-là, tu es à Montpellier, vous avez une très bonne génération, mais le club recrute des top joueurs. Mais ça se passe pas bien. Enfin, en termes de résultats, je parle. Comment ça s'explique? Comment tu l'expliques? Quand ça passe pas bien, au départ, on part. Ils font venir Jacquet, Aimé Jacquet. En tant que coach. En tant que coach. Il partait de Bordeaux. Je sais pas, je crois qu'ils font venir Jacquet, qui était déjà un top coach. Mais il met une équipe en place. Lui, il met une équipe en place, il commence à voir ses joueurs, il met une équipe en place. 15 jours avant le championnat, Nicolin, aidé par Tapi, il lui dit, j'ai un coup à te faire faire. Vas-y. Tapi veut se séparer de Cantona. Et Cantona Paille, avec les espoirs, il flambait. Et tu prends Cantona et Paille et tu remets la doublette des champions d'Europe. Et ça cogite, et il dit pourquoi pas. Alors ça fait que t'as ces deux joueurs, même si c'était de très bons joueurs, 15 jours avant le championnat, ils arrivent. Ah ouais. Problème partout. T'es obligé, Jacquet est obligé de revoir ses plans, parce qu'il avait son système de jeu, de revoir ses plans, de faire jouer les deux. Et là, ça crée des problèmes entre les joueurs qui étaient là, et eux. Cantona un peu moins, parce que bon, avec Paille, qui se mélangeait pas trop, qui était pas trop, tu vois, il a pas trop réussi à Montpellier. Bon, et à partir de là, pas l'ossature là, la mayonnaise, elle prend pas beaucoup. Jusqu'à qu'il vire Jacquet, à un moment donné, après un match, je sais pas quoi, et il vire Jacquet, et il met Mézy. Et à partir de là, Mézy, il a commencé un petit peu, tu te sépares de Paille, en même temps, je crois qu'il part à Bordeaux, et tu commences à faire des résultats en coupe. Et ces résultats nous aident sur le championnat. Et on commence un petit peu, et on se sauve sur les 2 derniers matchs du championnat. Mais on marche qu'au bout en coupe. Mais la mayonnaise n'a pas pris parce que il avait déjà ses joueurs, il y avait Pérez à gauche, t'avais Xureb dans l'axe, t'avais Valderrama, t'avais des... Tu vois, top joueur. Voilà. Et moi, j'étais en concurrence avec tout ça. Mais j'étais là. Tu peux nous raconter un petit peu ton but en Coupe de France, parce que ça doit être un sacré moment pour toi. Ah, ça va vite, surtout. Hein. Ça va vite. Je crois qu'il y avait corner ou touche, je sais pas quoi. C'est sur une contre-attaque. Il y a Guérin qui récupère, non, Ayash qui récupère le ballon, qui donne à Guérin, si je m'en rappelle. Guérin la donne dans l'espace à Cantona, qui est sur le côté gauche. Et moi, je fais un appel dans l'axe. Et là, le défenseur, il me suit, je fais un appel. Et Eric, il me voit. Je fais Eric ou Vincent? Je sais plus. Il me voit. Et moi, je suis dans les 6 mètres. Dans les 18 mètres. Je contrôle, mais sur mon contrôle, je lève la tête. Je sais que si je frappe à sa hauteur, quand c'était Olmeta, il est vif. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Je contrôle, mais je me la mets un petit peu sur le pied gauche pour la prendre un petit peu par terre et extérieur. Et quand sur mon contrôle, je vois arriver le défenseur et je frappe de suite. Et ça fait qu'il est comment on appelle ça? Il est surpris. Ça fait qu'il fait ça, il bouge pas. Et elle passe juste à sa droite, petit filet. Mais je le fais avant de recevoir le ballon, je le vois. C'est beau. En plus, il faut dire que c'est le but de la victoire, même si eux, après, ils mettent le but de 1, mais c'est le but qui donne la coupe à Montpellier. Ouais. Surtout que là aussi, t'es le meilleur joueur avec et je devais pas jouer à la base. Ah ouais? Comment on va raconter? Parce que le demi-finale, il fait jouer, j'étais sur le banc à Saint-Etienne, il fait jouer Valderrama. On gagne 1-0, je crois, sous la pluie, tout ça et tout, et Valderrama, il prend un carton rouge. Ok. Mais comme je veux leur prouver que je peux jouer, et ça a été ça pendant tout le temps, hein, comme ça.
Et je jouais. Mais ça a été ça tout le temps. Chaque année, t'es obligé de prouver que, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'es obligé de prouver que t'es là. Ils font venir des joueurs, mais pas grave. Et ça m'a plus aidé à progresser. Parce que j'avais toujours besoin de gagner ma place. Toujours le rôle de gagner ma place. Et tu le sais pertinemment. Tu sais pas si ça vient de tes origines, tu sais pas, mais depuis le départ. Mais depuis le départ, ça a été une force pour moi. D'accord. Et ça m'a aidé à évoluer, à grandir. Et c'est pour ça que maintenant, les gens, je regarde, je sais pas si c'est, mais je parle pas au départ. J'écoute. J'écoute et je regarde. Et après, j'agis. Bon conseil même pour les jeunes. Ça sert à rien de parler C'est si vrai. tu agis pas. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué à cette période-là? Oui, il y en avait, hein. Il y en avait. T'avais Julio César quand il est arrivé, t'avais Stojkovic, Nenaskovic, il est arrivé de Monaco. Il est arrivé là, il était à Monaco. Nous, on jouait, on était en Ligue 2, en deuxième division. Il est arrivé, c'était un stopper, international yougoslave, le mec, il t'a apporté beaucoup. C'était des gros joueurs. Julio César, quand on est monté, il est arrivé de Brest. Mec, il faisait un 92, des cuisses, c'était des cuisses d'éléphant. Quand il avait envie de jouer, il était inarrêtable, impassable. Il avait une force de la nature. Tu le voyais, il taclait jamais. Parce qu'il était tellement puissant que dès qu'il t'arrivait à sa hauteur, il te passait devant, il mettait son bras et tu pouvais rien faire. Et hop, il avançait. Jamais, jamais. Après, il est allé à la Juve. Il est allé à Dortmund, à la Juve. Après, t'avais Roger Milla, non. Après, t'avais Laurent qui était, Laurent, s'il n'avait pas reculé, à mon avis, il aurait pas fait la même carrière. Il a reculé un petit peu derrière et ça lui a ouvert. Il était 8. Mais l'avantage qu'il avait, c'est qu'il était très, très adroit devant le but. Il jouait 8, mais il marquait beaucoup de buts. Très adroit devant le but. Il est plat du pied, il voyait vite, techniquement, il était au-dessus. Et après, il y a des joueurs, Francescoli, des gros joueurs, mais ça c'était, que personne connaît maintenant. À Montpellier, il y en avait des joueurs. Des gros joueurs qui sont passés, il y en avait. Qui ont plus ou moins réussi. T'avais même Santini. Moi, quand j'ai commencé, il y avait Santini, il y avait Saramagna. Parce que c'est ça, ces joueurs qu'ils avaient pris. Après, on s'entraînait avec eux. En Ligue 2, t'avais Lopez, Christian Lopez. C'était quand même des pointures que tu regardais à la télé. Tu dis, ouh, après tu l'appelais Pépé. Mais t'avais toujours ce respect. Après, non, t'avais des gros joueurs. T'en as qui sont passés à Montpellier, t'en as beaucoup. Hein. Après, t'avais des joueurs moyens, mais qui sont devenus forts par rapport à l'équipe, t'avais des joueurs comme Bernardet, comme Lemou, et après, t'as des joueurs de club. C'est ça qui est la force de Montpellier, c'est ça, c'était les joueurs de club. D'accord. Ensuite, t'es passé à Cannes. Pourquoi ce choix? Le choix. J'étais en fin de contrat à Montpellier. Je voulais voir autre chose. Je voulais vivre... à Montpellier, je les voyais, ils n'étaient pas trop manifestés. Voilà. J'ai Cannes et j'ai Lille. Non, d'abord j'ai Lille. Et je monte... on prend le train ou l'avion. Je pars à Lille. On discute, on passe la soirée là-bas, on discute. C'était Montbayas, l'entraîneur, je crois. Ouais. Et on discute. On tombe sur accord sur beaucoup de choses. Mais quelque chose que je sens pas trop. Je sais pas pourquoi. Je redescends. Et la personne qui s'occupait de moi, il m'appelle, il me dit, j'ai Borelli qui m'a appelé. Il vient de monter en Ligue 1. En D1. C'était lui l'entraîneur. Il me dit, il vient de m'appeler, est-ce que ça te dit? Ça coûte rien. On descend. Et on discute, on tombe d'accord. Louis, Borelli. J'ai dit, y a pas de problème. J'ai dit, Lille, il fait froid. Cannes, je suis à 3 heures de la maison. Et question de salaire, c'était pareil. J'ai dit, bon, allez, même s'ils viennent de monter, même si, c'est pas grave. On a tout à refaire, tout à faire. Et je signe à Cannes. Est-ce que tu t'es plu là-bas? La première année, les 2 premières années, je me suis plu parce que c'était une équipe, pareil, de copains qui sont montés, que personne les attendait pour monter.
Louis, qui était un jeune entraîneur, et tu avais des joueurs de caractère comme Michael Madar, comme Priou, comme William Ayache, que j'avais joué avec lui à Montpellier. Tu avais que des joueurs de caractère et ça se passe mal, ça se passe très bien. En plus, c'était une équipe cosmopolite. Tu avais des Africains, des Algériens, des Sénégalais, des Israéliens, des Juifs, et tout. On s'entendait très bien, ça marchait très bien. Et on a fini 6e, je crois, la première année, on fait l'Intertoto. Et Intertoto, c'est cette année-là non, c'est plus tard que toi tu gagnes Intertoto. À Montpellier. Ah, ouais, exactement. Ouais. Avec Montpellier, je gagne. Et ensuite, quelques années plus tard, tu décides. Je reviens à Montpellier. Pourquoi? Je sais pas, le cœur peut-être. Le cœur, tu te dis bon. C'est Loulou qui t'appelle, qui te demande? Non, c'est le hasard. Je sais pas. On a dit, je devais être à un repas ou un truc comme ça. J'avais une opportunité de Nîmes. Nîmes, ils me faisaient un projet, mais ils étaient à national, ça m'intéresse. J'ai dit, c'était Mosca qui était l'entraîneur, le directeur. Je veux le voir, je discute avec lui, tout ça et tout. Le projet, je le sentais pas trop. Je savais pas où j'allais. Et un repas ou un truc comme ça, et je mange avec Nicolin, tout ça et tout. Ils me disent, je crois que c'était le jour de l'an, ou je sais pas quoi. Ils me disent, ouais, mais pourquoi tu reviendrais pas à Montpellier? J'ai dit, écoutez, y a pas de souci, hein, dites-moi. Hein. Et après, on tombe d'accord comme ça, et je vais à Montpellier. Ouais, je retrouve la famille, je retrouve la maison. L'avantage, c'est que mes 2 enfants sont nés à Montpellier. Ouais, Ma fille était née à Montpellier, et je reviens, mon fils est né à Montpellier. Est-ce que tu as affaire à un grand monsieur, une personne importante de Montpellier, et un grand personnage du football français? Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur Nicolas? Parce que... Tout au départ, il était... Nous, quand on était au centre, des fois, il venait, il y avait le père Gassé, il y avait lui, Delmas, Bonnet. Il venait d'improviste le soir, il regardait si on était là, il regardait, il surveillait. Le père Gassé, c'était quelqu'un le père Jean-Louis Gassé, et c'était l'ami intime à Nicolin. Et c'était quelqu'un de la nuit aussi, qui sortait, qui jouait. Et il savait qui c'est qui était sorti, parce qu'il connaissait tous les videurs de boîte. Voilà, c'était des... Mais Nicolin, c'est ou tout bon, ou tout mauvais. Moi, j'ai vu faire des... Quand t'étais pas bon, hein, ou quand tu perdais et qu'il était pas content, il te serrait la main comme ça. Comme ça? Non, lui, toi, tu serrais la main comme ça, lui, il te fait ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Président, quand tu seras bon, je te serrerai la main. Mais c'était toujours où, quand il rigolait, il disait toujours sur le ton de l'humour, il avait le papier, le paperboard. Il disait, putain, t'as fait un bon match, toi. Ah bon, président? Il prenait le stylo, il faisait, voilà où t'as joué. Petit point. Mais c'était toujours sur le coup de la boutade. Mais s'il voulait te dire merde, il te disait merde, il te disait les 4 vérités. Mais tu sais que c'était pour ton bien. Parce que nous, on était presque ses enfants, parce qu'ils nous avaient grandi, ils nous avaient, voilà. Mais quand il te remontait dedans, c'était toujours pour ton bien, mais c'était un mec, si t'avais besoin, c'était un homme, si t'avais besoin de quoi que ce soit, et qui t'aimait bien, que tu rentrais qui t'aimait bien, tu demandais ce que tu voulais. Ok. Et s'il pouvait te le donner, il n'y avait pas de problème. Un grand homme. Un grand monsieur. Un grand monsieur parce qu'il en a sorti énormément de la merde. Ah ouais. Énormément. Et tous les gens qu'il a refait travailler dans son entreprise, qu'il a repris au club, même moi, hein, je suis conscient, à un moment donné, on fait pareil. Le hasard, il me dit, tu fais quoi, là? J'avais arrêté, j'avais plus ou moins arrêté, j'avais pris 2 ans tranquille après Bancaire. Il me dit, tu fais quoi, là? Oh, je me repose. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, pourquoi vous me proposez quelque chose? J'ai dit, pourquoi tu viendrais pas au centre, travailler, tout ça et tout? Il me dit, ouais, je cherche, moi aussi, j'ai dit comme ça. Il me dit, bon, tu vas voir Philippe, je l'appelle demain, tu vas voir Philippe Pébernes. Et comme ça, il dit, hop. Vraiment un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Il t'avait besoin, il en a sorti des milliers, hein. Des gens ils venaient taper à sa porte. Avec Roger Milla, il avait que des paris.
tu marques 2 buts, tu peux partir à l'étranger, tu peux partir chez toi plus tôt, ou je te fais cadeau d'une voiture. Mais c'est que des trucs comme ça. Mais c'est générosité. Mais il fallait pas tout louper avec lui. Alors que tu tout loupais, t'étais mort. Dans quel sens tu t'opais? Humainement ou... Humainement, ou tu t'es pas bon, ou tu lui avais fait à l'envers. Tu lui avais fait à l'envers, t'es mort, parce qu'il avait une mémoire. Une mémoire d'éléphant. Très très fort dans les négociations. Arrivé, il te parlait un peu de tout. Quand tu allais le voir pour discuter, il te parlait un peu de tout, de lui, de là, pour voir comment tu réagissais sur telle personne. Et après, il te disait, bon, comment on fait pour toi? Ah, et si tu commençais à critiquer à droite, à gauche, les personnes ou quoi, ça dépend. Mais chaque fois que tu avais besoin, tu l'appelais, il te disait, bon, on passe tel jour, on va essayer de faire quelque chose. Il a toujours été, toujours, quand j'ai eu mes problèmes de santé, c'est le premier un des premiers qui s'est manifesté avec mon épouse. Si vous avez besoin, on est là. C'est impressionnant. Il appelait ma femme tous les 2 jours. Si vous avez besoin, vous appelez. Si vous avez besoin, vous appelez. Hein. Si vous voulez que le rapatrier, on est là. Un respect. Non, gros respect. Pour ça, quand il est décédé, ça te fait un gros choc. Ah, mais il n'y en a qu'un comme ça. Il a fait du beau travail pour la ville de Montpellier et pour le football Montpellier. Et pour le football autour, parce que c'était quelqu'un. Ouais. Il est rentré dans une pièce, plus personne parlait. Il avait une aura avec son air. Il savait quand il devait dire parler cru. Il savait. T'avais l'impression qu'il savait quand il fallait qu'il tape sur la table. Qu'il savait que t'avais l'impression que toujours il faisait les choses au bon moment. Quand ça marchait pas, il venait, mais il savait quand. Moi, j'ai vu faire un truc, non, j'étais pas, on m'a dit. Quand Montpellier était pas bien, ils ont failli descendre en national et qu'il y avait Domergue qui était entraîneur. Et il est allé sur le terrain avec la chaise, il s'est mis tous les jours autour, il s'est mis sur le côté, il a commencé à insulter tout le monde. Ah ouais. L'entraîneur, il en a pris plein la figure. Mais il leur a dit les 4 vérités. 2 semaines après, il a viré l'entraîneur et il a mis Courbis. Ah ouais. Parce qu'il lui a dit, toi, tu vas me faire descendre. Si je te garde, je vais jouer à national. Effectivement. Courbis, il vient, il prend Courbis, il te sauve sur les 2 derniers matchs. L'année d'après, il te fait monter en Ligue 1. S'il ne le vire pas, tu descends en national. Exactement, il fait les bons choix. En plus. Mais pas... T'as l'impression qu'il sait. Quand il parle des gens, quand il parle cru, il le fait pas n'importe quand. C'est bien calculé. Je pense que c'est un mec qui dans la communication, hein, très très fort. Et c'est ce qui faisait son charme, parce qu'il disait ce qu'il voulait, quand il voulait. Et à qui il voulait. C'est vrai. Aux médias, c'est tout le temps comme ça. Il a envie de dire merde ou d'insulter quelqu'un. Il se gêne pas. Ouais, c'est vrai, Parler cru, média, pas média, il s'en fout réellement. Ça lui passait au-dessus. Il était une nature. En tout cas, ouais. En tout cas, c'est un bel hommage. Un bel homme. Un bel homme. Hommage à un bel homme. Ouais. Ensuite, tu es à Montpellier, tu fais 2 ans. Ouais, 2 ans tranquille, bien. Ouais. Pareil, je sens que je suis là, j'encadre aussi les jeunes qui viennent d'arriver, du centre de formation avec une autre promotion. Ça se passe, les entraîneurs, c'était Gély, c'était un peu tordu. Gérard Gély, je lui ai dit ce que je pensais, au moins je suis tranquille. Moi je suis parti, aux gens je leur disais ce que je pensais, comme ça j'étais tranquille. Moi ils savaient, bien ou mal vu, moi je suis tranquille. Et après j'ai eu l'opportunité de faire 2 ans à Saint-Étienne. Pourquoi ce choix de Saint-Étienne? Parce qu'en plus, ils sont en D2 à ce moment-là. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Grand club renommé, ouais. Tu vas jouer, si tu réussis, tu vas jouer sur un stade de plein. On est à côté. Et tu vas voir ce que c'est, un stade de plein aussi. Tu vas découvrir l'engouement.
pas de problème. Au départ, quand je signe 2 ans. 2 ans, je crois, 2 ans. Mais la montée, c'est sur, je signe 3 ans, mais la montée, c'est sur 2 ans. Elle n'est pas la première année. Et nous, on monte sur la première année. Avec un groupe qu'on a créé depuis le départ, parce que nous, quand on arrive, moi, quand j'arrive, le club, l'année d'avant, il a failli descendre en national. Il se sauve, pareil, dernier match, il se sauve. Et il y a le feu complet au stade. Plus personne va au stade, c'est le désert complet, tout le monde les renie, tout le monde les insulte. Et nous, on commence avec un groupe de chevronnés, tu vois, d'un peu de jeunes, et que commence... et moi, je commence à m'affirmer, je prends le brassard, je commence un petit peu à guider un peu tout le monde, avec les aides des autres. Hein. Et on commence les matchs, la préparation, sur les matchs amicaux, ça commence on voit que ça commence, la moyenne commence à prendre un petit peu. Petit à petit, les gens, ils commencent à revenir. On commence à faire des résultats en matchs amicaux, petit à petit. Et ça prend ça prend. Premier match, on joue Sedan. On fait 0-0, mais le stade de plein. Parce que sur tout ça, on a acquis plus ou moins sur les matchs amicaux. On a donné aux gens de revenir. Et ça s'est fait toute l'année comme ça. Chaque fois qu'on sortait ou qu'on jouait à la maison, qu'on sortait, on remplissait les stades. À la maison, on faisait 30 000. Ah ouais, quand même, en Ligue 2, enfin, en D2 à l'époque, c'était quelque chose. On remplissait, alors ça fait qu'on a fait 24 matchs, je crois, ou je sais pas combien de matchs en défaite. Et les gens, ils sont revenus. Et tous les matchs, je jouais, à l'extérieur, t'avais des Stéphanois, à la maison, t'avais des Stéphanois. C'était impressionnant. Et tu crées l'engouement, on redonne plaisir aux gens, parce qu'on a créé du jeu, et on a créé aussi, des gens là-bas, c'est de se battre pour le club, de se battre pour le maillot. Et ils aiment ça. Et on a créé ça, nous. Ce groupe-là, on a créé ça pour qu'on ait des résultats petit à petit. On a fait, sur une semaine, on a fait 3 matchs. On a fait championnat, coupe, championnat, à la maison. Hein. Samedi, mercredi, samedi. 33 000, les 3 matchs. Ah ouais. Sur les 3 matchs. Énorme. C'était impressionnant. Et on arrive à monter, comme ça. Vous avez combien de deuxième à ce moment-là? Premier, on finit champion. D'accord. Wow. Champion, je suis élu meilleur joueur de Ligue 2. C'est vrai, ouais. Cette année-là, Ali Bernard Villard, meilleur joueur de Ligue 1. Moi, meilleur joueur de Ligue 2. Et Zidane, meilleur joueur étranger. Que des Algériens. Que des Algériens. Et sur le podium, j'essaie de le retrouver, on est tous les 3 comme ça. Et celui qui fait le commentaire, c'est Jamel Debbouze. D'accord. Et à l'oreille, je lui dis, putain, il y en a un qui est content, c'est Le Pen. Et il dit la même chose, mais autrement. Il dit, putain, on a fait la fierté de la France avec des Algériens. De ceux qui est pas content, c'est Jean-Marie Le Pen qui va crier. Mais un truc de l'UNFP, l'UNECATEF. Ouais. Bon, putain, c'était bon. Ah ouais, c'était bien. Pas d'anecdote. L'année suivante, dernière année. Dernière année, je joue, je finis tranquille. On est en Ligue 1, je finis tranquille. Et après, on me propose, l'année d'après, je suis en fin de compte, on me propose être éducateur au club. Mais moi, j'avais encore envie de jouer. Mais le dirigeant, c'était Gérard Soler, un tordu. Toute l'année, on a eu des problèmes avec lui sur des primes, sur des chutes. Et il me fait, je le sens pas sur son truc de renouvellement, on va te prendre chez les jeunes au centre, tout ça et tout, tu vas encadrer. Ouais, Saint-Étienne. Et j'ai dit pas de problème, je commence avec les U13, mais je voyais pas le contrat arriver. Je commence. Ouais, mais tu dois, non, j'ai dit, comment on fait? Et entre-temps, Ali m'appelle, Ben Mabrouk. Il me dit, tu veux pas venir nous aider au Restart? Parce qu'on a besoin de toi, on est en national, on n'est pas bien. J'ai dit, écoute,
dis-moi combien et je te dis. Et il m'a dit, ouais, il te donne ça. J'ai dit, je vais voir le club. Moi, j'ai ça. Ouais, tu comprends? Je comprends pas. Au revoir, monsieur. Je m'en vais. Tu veux pas, il n'y a pas de... Tu comprends? Non, je comprends. Au revoir, monsieur. Et j'ai signé 8 mois au restaurant. Ça, c'était le dernier club de ta Voilà, carrière. voilà. Ma carrière professionnelle. Ah, professionnel, d'accord. Mmh. Donc, je vois. Ensuite, comment s'est fait? Tu as passé tes diplômes d'entraîneur? Après, j'ai fini un petit peu ici à Lunen, qui était en CFA, en National 3. D'accord. Tranquille, roue libre, je faisais ce que je voulais, je m'entraînais. Moi, je voulais juste continuer à me faire plaisir. Et après, j'ai commencé... Après, j'arrête. Je reste un an sans rien faire. Et je rentre au club j'avais déjà passé les premiers diplômes. Et je rentre au club, à Montpellier. Je crois que c'était en 2007 ou 2008, ou un truc comme ça, je sais plus. Nicolas me dit, tu vas t'occuper des attaquants. Tu vas faire les spécifiques attaquants au centre. J'étais chargé de Delmas qui était entraîneur. Et à partir de là, j'ai commencé à passer les diplômes jusqu'à que j'ai mon formateur. J'ai continué, je suis resté 3 ans. 3 ans, j'ai passé les premiers diplômes. Et après, ils ont changé de directeur sportif du centre. Ils ont mis Domergue. Ouais. Des pros. Et comme il était sous contrat, et comme c'était l'ami à Platini, et comme Platini c'est l'ami à Nicolin, et d'entrée, souci avec lui. Et oui, je suis resté 1 an. Après, j'ai dit ciao parce que déjà j'y ai mal parlé, et si je parle mal encore une fois, je vais le frapper. Je préfère partir comme ça, je pars tranquille. Parce qu'il était tordu. C'était un mec qui était tordu, c'était un menteur fini. Alors je pars, je reste 3-4 mois, et après j'entraîne. Je fais Toulon. J'entraîne Toulon. Ils sont en DH. Ils sont pas bien et j'arrive à les remonter. Les remonter. J'ai un copain qui m'appelle et me dit viens à Toulon, on a besoin, tout ça et tout, t'as le diplôme. Non, je commençais à avoir le premier diplôme et en même temps j'ai passé le formateur. Ouais, je crois que c'est Toulon. Après je reste 1 année. 1 année, mais Toulon c'est particulier. Faut faire le voyou, mais c'était pas ça. Ah c'est ouais. pas moi, ouais. Je reste un peu, voilà. Après je repars et je vais à Arles. Arles, j'y vais quand ils montent en première division en Ligue 1. On arrive, le président, je le connaissais, il vire l'entraîneur. Il vire l'entraîneur parce que il avait fait à l'envers. Et avec Jean-Louis Saez, on prend l'équipe première, mais nous, on n'a pas de diplôme. On n'a pas de diplôme requis pour entraîner en Ligue 1. Ça fait qu'on fait 4, 5, 6 matchs. On arrive à faire des choses plus ou moins bien. Et il est obligé de prendre notre entraîneur diplômé. Et il prend Farouk Hadjibezik. Bon entraîneur encore. Et lui, c'était lui. C'était le bon Dieu, c'était monsieur. Et un peu jaloux. Ouais, pourquoi tu fais la bise au président? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Nous, on était chez ses adjoints. Et il a commencé à faire des polémiques, tout ça et tout, mais sans avoir des résultats. Ah ouais. Le mec, il parle jamais de résultats. Il crée toujours un problème ailleurs pour pas qu'on parle des résultats. Ça se passe, tout ça et tout. Des problèmes, des ci, des ça. Après, Marcel, le président, il m'a dit, écoute, je vais t'enlever de l'équipe 1, mais tu vas aller au centre, tu vas créer le centre. On va essayer de créer un centre de formation, tout ça, et pour voir, et que je commence à passer, et en même temps, je passe mon diplôme de directeur de centre. Et on commence à créer le centre avec Jean-Luc qui était dirigeant là-bas. Petit à petit, je reste 2 ans. 2 ans, ça se passe un peu, c'est mitigé, parce qu'avec Farouk, c'était un petit peu, au départ, quand j'étais avec lui, lui, il voulait être sur le banc, mais nous dans les tribunes. Le président, il disait, mais c'est pas normal, je paye déjà, c'est pour être sur le banc, tu vois, c'est que des polémiques comme ça.
Et voilà, on crée plus ou moins le centre, mais le club, il part, il part vraiment. Tu descends en Ligue 1, tu descends de la Ligue 1. En Ligue 2, t'es pas trop bien, t'as des problèmes. Ça se passe. Et je fais 2 ans, 3 ans, et après je m'en vais, je reviens. Je vais au Pontet. Je vais au Pontet une année. Ils sont pas bien, pareil, ils sont en CFA, ils sont pas bien. Je les remonte un peu. Après, je vois que c'est pas pour moi. Le club là-bas, je rentre. Et je reviens à Montpellier en 2016. Et pareil, spécifique attaquant. Et j'avais les diplômes, tout ça et tout. Et en même temps, je m'occupais, j'étais adjoint un peu avec la D3, un peu avec les 19, un peu avec les 17. Ouais, je m'occupais que des attaquants. D'accord. Et après, je continue jusqu'en 2023, être pareil au centre des garçons. Et après, j'ai la possibilité que le club veut monter un centre de formation. Et moi, j'ai le diplôme. Et on me met responsable me demande est-ce que ça t'intéresserait d'être responsable de la formation chez les filles. Je dis oui, mais comment ça se passe? Ouais, t'as ça. Donc, pas de problème. Je crois que le père Nicolas n'était plus là. Non, il n'était plus là. Et je prends la formation chez les filles, entraîneur des U19 féminines. Pendant 2-3 ans, en plus ça tombe mal parce que ça tombe au moment du Covid, ça se passe mal parce que les filles elles restent pas, parce que c'est particulier les filles. Les filles, il faut penser par génération, mais 2 ans de moins que les garçons. Question de puissance, question intelligence de jeu, question, parce que les filles c'est scolaire. Je leur dis de faire, elles font. Elles n'ont pas trop d'imagination dans le concept, comme un garçon, il peut, voilà, t'en as une ou deux qui comprennent un petit peu, qui savent que il faut un petit peu d'imagination, mais elles sont pas dans c'est scolaire. D'accord. Alors, ça faisait 4 ans que j'avais le même groupe, presque les mêmes filles. Au bout d'un moment, j'ai saturé. Je comprends. Et donc maintenant, a priori, t'es petite année sabbatique. Ouais, une petite année sabbatique, je me refais une forme, comment on appelle ça, de santé, parce que j'avais des petits problèmes là pendant 1 an. Là, je reviens, je suis bien, tranquille, et j'évolue comme ça. Et là, on va se remettre sur le marché pour voir ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Et qu'est-ce que tu espères maintenant? Moi, j'aimerais bien faire un peu l'étranger, pour goûter un petit peu, pour pas être bête. Faut pas dire au moins j'ai essayé. Toujours dans la formation? Voir les opportunités, ou adjoint, la formation. J'ai passé les diplômes pour être directeur de centre, et on m'a jamais donné la possibilité de le faire. En France, hein. Ouais. C'est toujours pareil, hein. Maintenant, c'est pas de maintenant que je dis ça. C'est depuis longtemps. Ça commence à bouger maintenant. Mais il y a 4-5 ans, les premiers joueurs maghrébiens ou noirs, tu les voyais qu'en CFA. En National 2. Hein. Même pas en National. Maintenant, en Ligue 1, on n'en parle pas. En Ligue 2, on n'en parle pas. En Ligue 1, il n'y en avait pas. Et au centre de formation, c'était pareil. Le premier, ça a été à Blas, qui était à Angers. Après, il n'y en avait pas du tout. Directeur de centre. Hein. Ouais. Après, t'en avais un petit peu qui entraînait les 17, mais les entraîneurs, maintenant, ça commence, peut-être avec des entraîneurs étrangers, tu commences à avoir des entraîneurs, des entraîneurs maghrébins, des entraîneurs noirs. Là, on voit qu'il y a Martigues, il y en avait un. Il y en avait un aussi à Angers, toujours pareil. À Reims aussi. À Reims, ils ont mis, ils ont mis l'adjoint. Martigues, ils ont mis, comment il s'appelle? Qui est pareil, un Algérien. Mais un des deux, tu les avais pas avant en Ligue 2. Centre de formation, maintenant, ça commence parce qu'il y en a un aussi, c'est le seul qui est à Marseille. Mais ça fait X temps qu'il est il était à Nice, il s'occupait des jeunes, et là, il est Marseillais, il a pris, tu te rends compte qu'à un moment donné, les portes se ferment.
Si tu veux évoluer, hein. Ouais, Si tu veux aller plus haut. Après, être adjoint, tout ça et tout, c'est des opportunités ou des trucs, mais c'est des vérités. peut-être le numéro 1, c'est compliqué. Très compliqué. En France, hein. Ouais. Mais c'est une réalité, hein. Les gens, ils te disent, j'ai vu une émission sur, quand c'était Dacour qui posait la question à comment il s'appelle, à l'ancien président de la Fédé. Il dit, est-ce qu'il y a du racisme dans le football français? Non, 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 non. Il disait non, mais après, ils te disent, mais dites-moi les entraîneurs noirs, maghrébins, qui évoluent dans le championnat. Ouais, mais ils veulent pas passer. Tu vois, ils veulent pas passer, ils veulent pas aller plus haut pour passer les diplômes. Tu vois, c'est des menteurs parce que t'en as plein. T'en as plein qui commencent à montrer qui montrent leur bout de nez, mais est-ce qu'on leur a pas donné la possibilité d'eux? T'as toujours une barrière. Tant que t'es joueur, ça va, mais dès que tu passes derrière, cette barrière, elle existe toujours, même quand un joueur aussi. Mais elle existe toujours pour avoir des responsabilités. On ne te donne pas la possibilité de prouver ou de montrer tes qualités ou de prouver que tu peux réussir comme tout le monde. Mais c'est la vie, hein. C'est pas grave, hein. Ça fait évoluer, mais ça commence à faire bouger les choses. Ça fait bouger les choses. Ça évolue. Avant, le premier entraîneur noir qu'il y a eu, noir. 2 couleurs, on va dire. C'était Tigana. Pourquoi on n'a pas donné l'équipe de France? On se pose la question. Bientôt, il y aura peut-être Zidane qui sera sélectionné à l'équipe de France. Ils auront mis du temps, hein. Deschamps, il s'est accroché, hein. Ah, mais est-ce qu'il va vouloir apprendre? Maintenant, on arrive à la fin du podcast. En tout cas, merci pour tout. De rien. Est-ce que je te laisse d'une part le mot de la fin, et si tu as des conseils à donner aux acteurs du football ou en général même, hein, aux jeunes, pas forcément dans le foot, je te laisse le mot de la fin. Voilà, le conseil, moi, je suis pas un conseilleur, je suis pas, le seul truc, on peut arriver que par soi-même, même si on a des aides, pour certaines personnes, dans certains moments, mais quand on a la chance, il faut la prendre, il faut pas fermer les yeux, il faut la prendre à tout prix. Et il faut respecter les autres, il faut respecter les gens. Les gens te respecteront. Voilà, après, il faut rester soi-même. Il faut pas se cacher, il faut pas, voilà, mais tout, il n'arrive qu'avec le travail. Et la volonté de réussir. Il n'y a que ça. Mais si tu crois que tu réussis parce que tu réussiras que par toi-même, tu auras besoin. Il faut pas dire l'autre dit, c'est que par toi-même que tu vas réussir. Et quand tu vas réussir, c'est que par toi-même. Et tu comment on appelle ça, tu seras fier de toi parce que tu as réussi de toi-même. Voilà. Merci beaucoup, Kader. Merci à vous. Au plaisir. C'était Kader Ferraoui, chez les anciens. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et on vous dit à très vite avec un nouvel invité. Au plaisir.